Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Pasco. Re-salut Lee. Salut Pank. On continue sur la partie où José est en train de parler, de rectifier un petit peu les fausses idées qu'il peut y avoir sur l'hypnose. On vous complète un petit peu avec nos connaissances sur le sujet. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, à nous les poser. C'est un sujet qu'on connaît plutôt pas mal avec Lee et je pense qu'on peut vous répondre sur 2-3 questions. Alors, il continue à exprimer. Les individus ne perdent pas leur volonté, ne remettent pas leur volonté à l'opérateur. C'est une question d'acceptation du sujet. Ça aussi, un très bon recadrage de José. Ce que Cal Banyan, donc élève de Jerry Kine, élève de Gil Boyne. Alors c'est marrant parce que tu sais que Jerry Kine, il a été aussi élève de Gil Boyne. Il était aussi quoi? Un élève de Gil Boyne. Il a fait le cours de Gil Boyne. Ah bon? Ouais. Je croyais. Ça ne me surprend pas, donc j'ai dû entendre. Ouais, c'est un élève de Gil. Par contre, j'ai appris que Gil Boyne, c'était pas un mec super sympa. Là, je commence à avoir plein d'infos sur tous les hypnos, c'est assez rigolo. Donc, Cal Banyan, il parlait de compliance. Et j'aimais bien, il disait on ne commence pas une séance d'hypnose s'il n'y a pas du compliance de la part de la personne qui vient vous voir, que ce soit en hypnose de rue, de scène. En gros, quelqu'un qui vient en mode défi, tu ne peux pas m'hypnotiser. Autant vous le dire, c'est complètement possible de l'hypnotiser. Néanmoins, il n'y a aucun intérêt à le faire. Pourquoi faire quelque chose qu'en plus, nous, on aime profondément, juste pour prouver égotiquement. Alors, au départ, quand on est jeune hypno et qu'on a envie de se prouver des choses, c'est normal qu'on veuille le faire. C'est normal. Mais factuellement, ça n'a pas d'intérêt. Parce que même s'il vit une expérience hypnotique, il peut constamment dire « Ouais, mais non, je l'étais pas parce que… » Donc, du coup, à quoi bon alors que l'expérience est faite pour que ça puisse aider, surtout quand tu découvres, aider et permettre de vivre un beau moment ou de comprendre que tu as un potentiel qui est super. Mais tout ça pour dire que la compliance, l'adhésion est quelque chose d'essentiel en hypnose. Et si la personne n'est pas en acceptation, on revient sur ce qu'on disait sur la précédente vidéo, c'est là où peut rentrer ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, mais je vais être plus tricky que l'hypnose conversationnelle, ce qu'on appelle du covert hypnosis. Donc de l'hypnose couverte, de l'hypnose cachée. Et alors là, c'est moins sympa dans le sens où la personne, autant je vous ai dit en hypnose, qu'est-ce qui fait qu'une transe hypnotique est reconnue? C'est qu'il y a un début, une fin, il y a un cadre. Le covert hypnosis, il n'y a pas de cadre. Tu ne sais pas si la personne est en train de chercher à t'hypnotiser ou pas. Et ça, c'est très particulier. Du coup, on peut amener quelqu'un à de l'adhésion avec plein d'outils psychologiques, des yes set, des vagues de oui, le fameux pied dans la porte. Est-ce que tu veux bien faire un petit truc, mais genre 2 secondes, tu tiens ta main comme ça. Juste comme ça, 2 secondes. Bon, c'est rien, la personne ne va pas te dire non, je veux pas. Du coup, tu lui fais accepter, puis après tu dis bon, ok, respire profondément, ferme les yeux, mais garde la main comme ça. Et tu peux quand même l'emmener petit à petit à faire, et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un phénomène hypnotique sans hypnose pour l'emmener dans une transe qui va être hypnotique, qui va confirmer le phénomène hypnotique. Donc, c'est un des jeux un peu taquin qu'il peut y avoir. Ça, c'est le côté sympa. Il y en a qui le font moins sympa, mais ça, c'est pas notre cas aujourd'hui. C'est comprendre que oui, potentiellement, tu peux amener à l'adhésion. Mais pas une adhésion franche et sincère, mais avoir une orientation psychologiquement, il y a une contrainte inconsciente à l'amener à adhérer. Vous voyez, le truc est un peu… c'est un peu ce que font les personnes qui font rentrer dans des sectes ou des personnes qui veulent un peu vous prendre de l'argent. Justement. Ouais. Non, j'allais dire, je suis totalement d'accord. Dans les sectes, même dans les publicités, il y a des trucs qui sont vraiment faits pour pendant que tu n'as pas dit oui, effectivement. Exactement. C'est alors un qui a beaucoup bossé dessus, c'est Cialdini, il appelait ça persuasion et persuasion. Donc, il y a un spécialiste sur tout ce qui est ce travail là-dessus. Et qui emmène en fait dans des phénomènes qui sont des phénomènes
d'adhésion et petit à petit de mise en transe. Alors, pas forcément hypnotique, hein, des transes de vente, des transes de plein de choses, mais des transes qui vont amener à faire adhérer parce que tu as déjà quelqu'un qui a réussi à t'arrêter, qui t'a mis un papier entre les mains. Donc là, on a ce qu'on appelle un phénomène de réciprocité. La personne est gentille, il y a un levier de gentillesse. La personne est à l'écoute, la personne est encore sur un levier de gentillesse. Tu as commencé à accepter 2-3 éléments, tu lui as donné ton prénom. Eh bien, tu es dans un levier d'engagement. Donc, te désengager, ça devient de plus en plus difficile. Comme ça, tu arrives à faire adhérer sans que la personne ait réellement adhéré. Tu utilises un ensemble d'outils qui amènent à. Et donc, tu peux l'emmener petit à petit à être super focalisé sur ce que tu dis ou comment. Et toi, tu es dans ton covert hypnosis, tu es quand même dans ta création de transe orientée, c'est-à-dire l'idée par toi, opérateur, alors que la personne n'a jamais adhéré à faire de l'hypnose à ce moment-là. On est déjà dans un processus hypnotique, si ce n'est être une session hypnotique, mais couverte, qui emmène quand même dans la transe. Nous, on remarque… Le yes set, qui est supposé simplement induire un yes, mais qui peut aussi induire une transe. Oui. Exactement. Et ces petits éléments-là nous ramènent à de la focalisation, couper la personne du reste de ses pensées et du monde, et à ce moment-là, être focalisé que sur ce qu'on est en train de lui proposer. Donc, on devient opérateur et la personne devient sujet à ce moment-là. Donc, oui, il a complètement raison. Il faut une acceptation, une compliance, mais on sait qu'il y a des personnes qui peuvent faire en sorte que vous y adhériez sans même que vous ayez l'impression d'y adhérer. C'est un peu tricky, c'est pas très courant, mais c'est toujours important de le savoir. Un esprit faible, entre guillemets, ou des dommages cérébraux rendent plus difficile d'atteindre ces niveaux, contrairement à la croyance populaire. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu on en avait déjà parlé sur des dernières vidéos, on avait dit que la NGH avait parlé d'un QI un peu bas, et que bon, il y a eu pas mal cette notion-là. Alors, ce que je pense, José appelle esprit faible. Et dommages cérébraux, effectivement, s'il y a certaines zones du cerveau qui ont été touchées, ça risque d'être compliqué. Maintenant, comme on vous disait la dernière fois, il est complètement possible de faire des séances d'hypnose sur différents types de personnes, avec un QI élevé ou pas élevé, c'est pas le problème. Mais effectivement, il y a eu un peu cette espèce de truc de l'hypnose, c'est que les idiots qui se font hypnotiser. C'est pas vrai du tout, hein. Ça n'a rien à voir. L'hypnotisabilité n'a rien à voir avec votre QI et autres. Il y a d'autres facteurs dont on parlait la dernière fois, le GABA, etc. Il y a des éléments purement des neurotransmetteurs, etc., qui facilitent l'apaisement du néocortex, etc., du cortex préfrontal, etc., etc. C'est plein d'éléments, mais c'est absolument pas, vous dites pas, je suis trop intelligent ou je suis trop bête pour faire de l'hypnose, pour vivre une séance d'hypnose ou pour faire de la méthode Silva, etc., de façon générale. Ça ne veut rien dire. Comme disait Lily la dernière fois, à partir du moment où vous êtes capable de suivre ce qu'on est en train de vous dire, ça va. Alors, citation pertinente. Lorsque vous demandez à un yogi s'il utilise l'hypnose, c'est une insulte au yoga, parce qu'il était là avant que l'hypnose n'arrive sur la scène. Et là, ça, c'est assez amusant, effectivement. Je pense même que c'est pour ça que moi, le mot hypnose, je l'adore comme le nom d'une discipline. C'est comme le yoga, tu vois. Mais pour moi, c'est pour ça que le mot transe, je l'aime beaucoup. C'est que la transe, elle est interculturelle. Que tu ailles chez les Maasai, que tu ailles travailler avec des taoïstes sur des formes de tai chi chuan, que tu ailles, je pense, en Australie avec certaines ethnies, à mon avis, tu trouveras des transes partout. Différentes, avec différents rituels, différents trucs, mais au bout du compte, tu verras toujours les gens barrés avec les yeux dans le vague, en train de faire des danses ou à ne plus sentir une douleur ou à marcher sur le feu. Pour moi, tout ça, c'est OK, c'est la transe. Et non, c'est pas de l'hypnose, c'est une transe ritualisée, c'est une transe, je sais pas quoi, de passage à l'âge adulte, une transe pour enlever les mauvais esprits, qu'importe. Mais pour moi, c'est l'élément clé. Effectivement, je pense qu'un yogi, tu lui dis c'est de l'hypnose, il va dire non. C'est mes sidis qui s'ouvrent, c'est mon éveil spirituel et tout. Oui.
C'est juste qu'on n'a pas la même sémantique pour parler de phénomènes qui sont quand même très proches. La personne en hypnose n'est jamais inconsciente, n'est jamais assommée. La personne est toujours consciente, en alpha ou en theta. Plus l'individu est intelligent, plus il est facile de l'amener en alpha et en theta. Bon. Je vous dis, je ne pense pas qu'il faille être particulièrement bête ou intelligent. Par contre, je ne sais pas si toi, tu as conclu la même chose. Moi, un des éléments que je cite souvent, c'est que des personnes qui ont vécu de forts traumatismes ont une facilité, pendant l'enfance, ont une grande facilité à rentrer en transe. Alors, je m'explique. J'ai constaté que beaucoup de personnes qui avaient vécu des violences physiques, psychiques, émotionnelles ou des très durs événements dans leur jeunesse ont dû se dissocier très souvent. Oui. Du coup, la notion d'entrer en transe et de se séparer, de se dissocier complètement est quelque chose qu'ils font très rapidement. Oui. Et naturellement, c'est-à-dire que dès qu'il y a un gros problème, on voit que leurs yeux se figent. Ça serait une espèce de freeze si on était en train de parler de fight-flight, alors qu'en fait, ils sont juste en train de faire un flight, mais interne. Donc, c'est un freeze en externe, mais un flight interne où la personne, elle ressent plus de sensations, d'émotions, elle entend à peine ce qu'on dit. Et pour moi, à ce moment-là, on est dans une transe de réactivation de la meilleure défense qui a été trouvée par eux, enfants, quand, je sais pas, leur père les frappait ou quand il y avait des violences X et Y, mentales, physiques ou émotionnelles. Et cette facilité-là des personnes qui ont vécu des traumas et des éléments traumatiques, je trouve qu'ils rentrent très, très facilement en transe parce que ça leur rappelle juste ok, ça je connais, c'est juste, je me mets à distance, je me coupe de tout. Le seul problème après, c'est qu'il faut qu'on puisse, nous, en tant qu'opérateurs de l'hypnose, c'est la différence entre la transe traumatique et la transe hypnotique, c'est que dans la transe hypnotique, on va devoir, nous, en tant qu'opérateurs, les associer à nous, faire en sorte qu'ils soient OK pour discuter avec nous et pas s'enfermer dans une transe complètement fermée qui empêcherait tout dialogue. Mais aller en transe, ça, ils savent faire. Après, c'est à nous de créer le bon dialogue pour qu'ils puissent gérer son traumatisme ou gérer son mal-être par rapport à ça. Est-ce que tu as constaté, toi, des choses assez similaires de personnes jeunes? Et José lui-même, dans ce séminaire, parle beaucoup de réactiver justement un système de défense qui est, qu'est-ce qu'il disait exactement? Oui, qui était tellement naturel que c'était un système de survie. Donc, il parlait, et je crois qu'il a dû avoir justement des réactions dans ses cours au départ, qui lui a fait comprendre justement il fallait préparer les gens pour expliquer effectivement que on est dans une situation où on est en sécurité, etc. Mais je crois qu'il a dû avoir ça dans des cours parce qu'il met tellement d'importance sur le fait que c'est un système naturel de survie qui est déclenché justement quand on trouve le même, il n'a pas parlé forcément de traumatisme, mais le même danger, quoi. C'est ça, il en a parlé un petit peu avant sur cette soirée-là. Oui. Il avait appelé ça... mécanisme de survie. Ouais, c'est ça, exactement. Perspective 1, position neutre, alpha, theta, c'était où? Je crois que c'était ça. Mécanisme de programmation et de guérison, et il y a un mécanisme de survie dedans. Donc, non, voilà. Mécanisme de survie primitif. Voilà. Système de rétroaction automatique qui enregistre les expériences traumatisantes, surtout avant l'âge de 7 ans, et les déclenche plus tard pour avertir d'un danger potentiel, ce qui, dans le discours que je viens de vous donner, est en gros, le traumatisme réactive une transe qui est connue, une transe qui va être une transe de défense, à minima de dissociation. La transe de dissociation a quoi d'intéressant? C'est qu'elle permet de moins ressentir physiquement, émotionnellement et intellectuellement l'ensemble des éléments qui se passent. D'où les personnes qui sont en sidération. On dit, mais pourquoi elle n'a pas bougé quand elle a eu cette violence sexuelle ou ces trucs comme ça? Parce que, en gros, elle a coupé tout parce qu'elle ne pouvait pas se défendre. C'était fini, la personne était passée à l'acte. Et pour que le cerveau ne pète pas un câble, il y a une distanciation à fond, même si après, à gérer, ça va être très compliqué. Mais dans l'instant, c'est ce que fait le mieux notre cerveau. Il se coupe de tout ça, comme ça, c'est plus son corps, c'est plus tout ça. Il revient dedans a posteriori de l'agression. Tu as trouvé ça rapidement, bravo.
Ouais, hein, t'as vu. Non, Oui, mais c'était exactement ça auquel je faisais référence, oui. Alors, s'il utilise hypnose, c'est une insulte pour yoga parce qu'il était là avant. Ok, d'accord. La personne en hypnose n'est jamais inconsciente, ça, on l'a déjà vu. Les êtres humains, ok, bon là on revient dessus. Ok, donc là après on passe à processus de formation du contrôle mental. La formation implique de saturer l'individu d'informations pour améliorer la crédibilité, le facteur d'attente et le facteur de désirabilité. Alors là, c'est intéressant parce que il revient un petit peu. Alors c'est pour ça que ce cours est complètement génial, c'est parce que il nous explique un peu comment il en est arrivé à mettre en place son cours de base et les éléments moteurs de ce cours. Et il en avait déjà parlé, on l'a déjà vu le mercredi ou le jeudi, où il nous avait dit, hein, il faut préparer les personnes qui vont avoir le cours à justement être dans un état le plus ouvert possible pour qu'ils puissent vivre un maximum d'expériences positives et créer quelque chose de top avec des feedbacks, des retours, des expériences qui sont hyper positives pour elles. Donc, c'est vraiment cette notion-là, saturer l'individu. Alors, je reviens sur la notion de saturation, vu qu'on vient de parler d'hypnose. Hein. Une des trois façons d'induire la transe hypnotique, c'est confusion-saturation, focalisation interne et rupture de pattern. C'est les trois seuls éléments qui nous permettent induire, c'est-à-dire passer, on va dire, de votre transe du quotidien à la transe hypnotique, c'est-à-dire dans un cadre bien défini. Or, avec Lee, quand vous avez refait la lecture des cours, en tout cas, qu'on a tenté de vous expliquer d'un point de vue plus hypnotique l'ensemble du cours BLS, le cours de base, on vous avait fait remarquer à quel point c'était bien construit d'un point de vue hypno, à quel point il répétait à chaque fois les mêmes phrases, les structures sont les mêmes, que donc petit à petit, on se laisse induire très facilement la transe et qu'effectivement, il y a plein d'infos, qu'il y a la confusion-saturation, il y a la focalisation interne, hein, entrée en alpha, ressentez, etc. Il n'y a pas trop de rupture de pattern dans le système de José, c'est plutôt doux là-dessus. C'est tout plutôt bien accompagné tout en douceur. Mais on a déjà deux gros processus inductifs. Et quand il dit on va saturer, c'est aussi saturer d'informations. Donner un maximum, c'est d'ailleurs, il le dit, hein, saturer l'individu d'informations pour améliorer la crédibilité. Quand il dit la crédibilité, c'est vraiment notre méthode, elle est crédible et on vous donne de la suggestion positive si on reste sur une notion d'hypnose. Facteur d'attente, ça c'est super intéressant et ça, c'est très bien fait dans le cours. À l'exercice suivant, nous verrons, blablabla, bla, 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 et là on commence à vous dire tout ce qui va être vu à l'exercice suivant. Ça c'est génial, c'est génial. Vous finissez un exo, vous êtes encore en transe, et là on vous dit, très bien, donc vous avez acquis ça, et à l'exercice suivant, vous allez acquérir ça. Ce qui fait que inconsciemment, vous avez de l'attente sur ah super, je vais apprendre un nouvel élément, un nouvel événement. Ça je trouve ça génialement construit. Et facteur de désirabilité, qui est assez associé à l'attente. Hein. Donc on a cette notion de désir, attente positive, hein, on l'a bien, et la désirabilité, j'ai envie de continuer, j'ai envie de voir le jour 2, j'ai envie de voir le jour 3, j'ai envie de voir ce que ça va donner à la fin du jour 4. Ça, c'est hyper bien pour construire un cours. Ces facteurs sont essentiels pour déclencher les mécanismes permettant d'accéder aux dimensions psychiques. Normal, hein, plus vous allez être conditionné, plus vous allez être à votre niveau en transe, plus vous allez vivre de phénomènes et plus vous allez être apte à vous écouter et apte à vivre de nouvelles expériences, à ouvrir les possibles à l'intérieur de vous. Le niveau laboratoire est un état en alpha et l'on peut créer une image du résultat final pour la programmation. Tu as vu, c'est marrant parce que c'est le niveau laboratoire. Ça aussi, tu nous l'avais déjà fait remarquer à plusieurs reprises. C'est le niveau laboratoire. C'est pas que le laboratoire. C'est un niveau. C'est un niveau à part. Tu as l'alpha, le θ et le niveau laboratoire. C'est marrant ça comme dans sa sémantique, hein, cette notion de niveau du laboratoire. Tu le placerais où, toi? Plus θ ou plus alpha? Personnellement, je trouve qu'on commence à entrer en θ dans le laboratoire, surtout quand on travaille les cas.
Ouais. Quand même, José Silva a fait une démonstration une fois avec son petit truc, justement, électrocéphalogramme hyper simplifié, et que quand on est à 10 cycles par seconde, tout au milieu de la bande alpha, comme ça, on entre dans le laboratoire, on reste à 10 cycles par seconde, mais l'amplitude était beaucoup plus grande. Et j'ai trouvé ça fascinant aussi. Mais personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont en θ à ce moment-là. Mais on reste quand même parfaitement capable de parler, de gesticuler, de raisonner. On n'est pas du tout, totalement passif, quoi. Ouais. Je pense, qu'on rentre, on rentrerait, je pense qu'alpha, on pourrait dire que c'est niveau 1, niveau 2 de l'échelle d'Arons. Et niveau 3, ça serait ce début du θ avant d'arriver au 4 au niveau somnambulique, qui serait un θ bien stabilisé, tu vois. Et je pense que ça serait le niveau 3, c'est-à-dire blocage, oubli. Tu vois, c'est cette notion où on commence à être vachement plus focalisé et avoir un feedback plus intense, un point de vue psychique. Parce que tu as vu ce qui est intéressant dans l'échelle de Arons. Donc, l'échelle de Arons, excusez-nous, pour nous, c'est normal. Il y a une échelle en hypnose qui a été développée par Henry Arons et qui se veut à plusieurs niveaux. Et ça commence par le niveau 1, qui est un phénomène hypnotique qui est catalepsie mineure, donc souvent c'est les yeux. 2, catalepsie majeure, souvent le bras. Et 3, c'est amnésie, blocage, etc. On passe du physique au psychique. Ça, c'est important. Et je pense que ce moment-là, tu vois, le labo, c'est un moment où la psyché touche le physique. Mais c'est plus qu'un phénomène physique. On est un petit peu plus loin, un petit peu plus profond. Et je pense que on n'est pas encore au niveau somnambulique, qui est vraiment un dialogue complet entre le tout. Mais je pense que on se retrouverait plutôt à ce moment où ça devient vraiment des phénomènes psychiques, psychologiques, plutôt que des phénomènes physiques. Et d'ailleurs, amène en fait les gens à vraiment s'ouvrir à créativité et intuition, parce que tous les éléments sont créés pour. Et c'est extraordinaire ce que simplement aller au laboratoire au lieu de rester à niveau alpha normal, quoi. On a des idées créatrices, on a des solutions, des problèmes qui arrivent comme ça. Et je trouve que c'est parce que, comme tu dis, niveau 3, début de θ, mais pas encore passif, commencer à être trop endormi, etc. Donc, vraiment génial, oui. Donc ça c'est vraiment un des points qu'il faut garder en tête, hein, c'est que il y a le niveau laboratoire il l'utilise un peu moins après. Je sais que Lee de temps à autre le dit, mais là en 72, c'était une sémantique qu'il utilisait. L'entraînement en alpha permet de rester en alpha, les yeux ouverts. Donc là, on revient sur notre principe des yeux ouverts. On en a parlé tout à l'heure, sur la précédente vidéo. Démontrant une capacité à opérer intentionnellement à ce niveau. Donc, on revient. Quand vous utilisez les 3 doigts, que vous avez besoin de rester en alpha, mais que vous devez être actif, c'est complètement normal que vous ayez les yeux ouverts. Donc, pas de souci là-dessus. C'est un des gros plus de la méthode. La pratique continue est nécessaire pour recentrer le fonctionnement mental et devenir plus centré. Là encore, hein, il revient sur les éléments hyper importants. Il faut répéter, répéter, répéter. C'est pas un système. Vous avez fait les 4 jours, vous avez tout acquis et vous n'avez plus rien à faire. Vous avez un travail perso à faire qui est d'abord entrer en alpha, vous relaxer, c'est la première chose, diminuer les stress et utiliser chacun des outils petit à petit pour vous améliorer dessus. Il y a des outils que vous avez plus utilisés que d'autres dans des périodes de vie et autres, mais par contre, la méditation active, n'hésitez pas à le faire tous les jours, 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure, c'est nickel, c'est tout plein, c'est génial. La pratique continue est nécessaire pour recentrer le fonctionnement mental et devenir donc plus centré. Voilà. Alors, citation qu'il a partagée. Continue de donner des conférences pour vous atteindre ici ou là avec un sujet jusqu'à ce que nous développions ou qu'il développe une attente et une désirabilité. Ensuite, rassemblez-les, déclenchez pour qu'ils déchargent là où vous pouvez devenir psychique. Bon, là, c'est un peu compliqué. Je pense que la traduction n'est pas terrible. On oublie.
Bon, il reste déjà tout ça. Ok. Bon, on finira parce que déjà. Oui, bah nous, on a déjà fini l'heure. Il nous reste quelques petits éléments sympas sur cette première partie de la soirée du vendredi. Les bienfaits du contrôle mental, santé, productivité, résolution de problèmes. Faits, idées importants supplémentaires qu'on va appeler et on reviendra sur les points à retenir. Et on passera après à la deuxième partie, je la préparerai, de ce vendredi-là. Donc, pour l'instant, on n'a fait que le mercredi soir, le jeudi soir. On est à la fin de la première partie. On n'a pas encore fini du vendredi. Il nous reste donc, je crois, 2 parties le vendredi. Et après, on a le samedi et dimanche. On a encore de quoi papoter pendant un petit moment, à mon avis. Sachant que je crois que pour là, cette série-là, on est que. Je ne sais même plus à combien on est. On est. Où est-ce que c'est la méthode? On en est. Podcast 118, ça, ok. On est sur le cours avancé de 72, on est déjà à la 29e session. Donc, à mon avis, on va avoir au moins 80, facilement 80 sessions, voire plus sur 72. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions parce que vous avez vu que c'est vraiment un moment hyper ouvert. Et pour les instructeurs Silva, si vous regardez, hein, n'hésitez pas. Je pense que c'est quelque chose aussi d'intéressant parce qu'il donne beaucoup d'infos pour les instructeurs. C'est ce qu'on disait avec Lee sur, je crois que c'était le mercredi ou le jeudi. Il donnait plein d'infos qui clairement est intéressant que pour les personnes qui enseignent, plus que pour des personnes novices, où il explique pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il a décidé ça, et pourquoi, comme on vient de le voir à l'instant, cette idée de saturer, cette idée de donner un maximum d'informations, de mettre dans un état de désirabilité, de ramener les personnes dans des attentes positives, etc. C'est une structure hyper importante à maintenir et à garder dans le partage de la méthode, qui est vraiment une idée volontairement mise en place par José à ce niveau-là. Tu as quelque chose à rajouter sur cette partie-là, Lee? Oh, je suis saturée. Une bonne saturation. Oui. Eh bien, nickel. On s'arrête là pour cette semaine. Bien sûr, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. B1, merci Lee. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao.